Et en 82, donc il est assez actif. Alors il y a il y a 2 premiers combats qu'il a remportés par KO. Il y a un combat qu'il faut noter quand même, c'est contre Juan Mesa, qui est pas n'importe qui a été champion du monde, alors qui est notamment célèbre pour un gros combat, enfin un gros round contre Jaime Garza, je sais pas si tu l'as vu, ce round où en fait les deux vont au tapis, c'était en 84, round de l'année, en fait ça dure qu'un round le combat, donc tu pourrais presque dire combat de l'année. Mais voilà, du coup Gomez va battre Mesa par KO technique au 6ème, il reprend Juan Antonio Lopez. Je vois qu'il prend aussi Roberto Rubaldino, donc il est quand même très actif dans cette année 82, et malgré toute cette activité, à la fin, il revient alors pour un super événement qui a lieu à la Nouvelle-Orléans. Alors c'est une très grosse carte, puisque là, le main event, c'est donc une autre légende de la boxe portoricaine qui est Wilfred Benitez contre Thomas Hearns pour le titre mondial des super welter, et en sous-carte on a Wilfredo Gomez qui va rencontrer Lupe Pintor. Alors Lupe Pintor, qui c'est le champion du monde WBC des poids coqs, qui a pour point commun avec Gomez d'avoir battu Zarate. Alors lui, de façon quand même qui a fait beaucoup débat, mais c'est vrai que s'il a pu être contesté un peu Pintor après sa victoire contre Zarate, si tu regardes un peu son début de carrière des années 80, il gagne ses galons et il prouve quand même que c'est pas un champion pour rien, quoi. Je trouve qu'il gagne quand même sa crédibilité, et lui aussi va monter donc de division pour aller défier Gomez. Et là, alors c'est un combat que je trouve les fans de boxe peut-être n'en parlent pas assez, parce que ce combat, c'est ce qui est derrière toi, Antoine, c'est effectivement là encore. Alors déjà, bon, l'événement est énorme, et je sais pas si on aurait pu peut-être s'attendre à un si gros combat. Enfin, on sait que Pintor c'est un gros combattant. Il y a encore une fois la rivalité Mexique-Puerto Rico. Ouais. Et ce combat, alors, je te pareil. Écoute, j'ai pas les mots, je te laisse en parler, ouais. C'est un combat qui rendra le main event assez insipide au fond, oui. Parce que Hearns Benitez, c'est un bon combat de boxe. Voilà, c'est assez technique, mais il n'y a évidemment pas du tout la passion qu'il va y avoir dans ce combat-là. Et je crois, alors c'est toujours compliqué en tant que fan de boxe, tu changes un peu d'avis à chaque fois que tu remates un combat sur YouTube. C'est peut-être mon combat préféré. Voilà. Bon, pareil. Gomez Pintor, peut-être, parce qu'il y a tout l'arrière-plan historique qui compte. Et quand tu es un peu fan de Porto Rico, Mexique, etc., évidemment, c'est important. Et puis le combat lui-même est un modèle de dramaturgie, un modèle de dynamique, un modèle avec des rounds qui vont être très disputés, avec des rounds dans lesquels chaque boxeur aura son moment, et où à la fin tu te retrouves avec ton pointage, tu sais pas du tout où t'en es, avec de la vraie bonne boxe. C'est un combat propre. Ouais. C'est-à-dire que les mecs s'en mettent, les mecs vont s'en coller pendant 14 rounds, et l'arbitre interviendra très très peu. Donc c'est vraiment des moments dramatiques. Alors, round de l'année, le 3e round, en l'occurrence. Tu pourrais aussi mettre le round numéro 5 qui est assez incroyable. Tu pourrais mettre le 12 qui en termes de drame est un truc de folie. Alors, pour résumer un peu, effectivement, Gomez est censé être le mec le plus grand et avoir l'avantage de poids sur Pintor. Alors, Gomez fait du Gomez. Donc il boxe, il travaille assez sûr de lui, derrière le jab, il envoie, etc., etc. Et puis, arrive une espèce de paradoxe qu'on ne voyait pas venir. C'est-à-dire que les coups de Pintor font plus mal. Quand Pintor se réveille, quand Pintor met les gaz, quand Pintor va après Gomez, à partir du 3e round, on s'aperçoit que curieusement, c'est le petit qui fait mal, c'est le petit qui tape. Pintor travaille à la mexicaine, il enchaîne bien corps face, il affaiblit Gomez, et comme d'habitude, quel visage marque le premier ? Celui du champion. Celui du champion qui est censé être le plus gros. Et assez tôt dans le combat, là encore, le visage de Gomez commence à gonfler. Bon. Et là, tu te dis, putain, alors que Pintor, les commentateurs américains se demandent pendant tout le combat comment ça se fait que Pintor marque aussi peu, a l'air aussi frais, etc. Et Pintor, c'est Superman, quoi. Et même quand il est dos aux cordes. Et pendant tout ce combat, on se dit, mais c'est pas possible. Alors, arrivent des moments, presque des moments gag, où à la fin des rounds, que Gomez finit complètement épuisé à force de lui en avoir mis dans la gueule. Ces hommes de coin vont le chercher au milieu du ring et le portent pour le ramener jusqu'à son coin. Donc vraiment, c'est limite en termes de règles à mon avis, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ah ouais. Et
C'est vraiment un combat où on va pas s'ennuyer une seconde. C'est aussi un combat qui marque la différence. Alors, le débat est compliqué, mais qui marque la différence entre les combats en 15 et les combats en 12. Parce qu'effectivement, Ah ouais. on se serait privé de quelque chose si le combat s'était arrêté à la fin du 12e round. Oui. Euh, Ouais. qui est lui-même un peu un climax d'ailleurs. Hein. Le 12e, en gros, Gomez a une espèce d'embellie. Il en met à Pintor, il en met à Pintor, et il finit lui-même au bord du chaos. C'est un round complètement dramatique. Tu sais que ça aurait duré 3 secondes de plus. Gomez était arrêté. Il est littéralement sauvé par le gong. C'est un truc de ma boule. Et, et en gros, c'est quand tu crois que. En gros, qu'il va rien se passer. Les commentateurs américains disent bon, ok, c'est bon, ça va aller à la décision que se passe, alors que tu sais très bien que Gomez n'y voit plus rien. Euh, ce que c'est que le cerveau reptilien, ce que c'est que la mémoire du corps, ce que c'est que l'habitude, il va enfin mettre. Alors évidemment, Pintor n'a pas le visage marqué à la fin du combat, et il lui met le crochet gauche au corps de méchant au 14e, qui va finir Pintor, qui va l'achever. On ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, ça allait. Au visage, il aurait pu lui envoyer l'évier de la salle de bain, il aurait pu lui envoyer. Ça n'aurait rien changé. Il trouve la solution au corps, il vide Pintor d'un coup, de tout son gaz, de tout son jus, de tout son air. Et c'est un succès qu'il est allé chercher au bout de lui-même. C'est un truc. Enfin bon, bah, moi, Regardez ce combat, je regrette presque de l'avoir spoilé. Ouais, oui, bah après, on est là un peu pour ça, évidemment, pour spoiler, mais c'est vrai que c'est, ouais, moi, en fait, je crois que c'est vraiment avec ce combat, tu vois, que je me suis mis du coup à aimer Wilfredo Gomez. À la base, il m'impressionnait, mais là, vraiment, je me suis mis à l'aimer, parce que en fait, le combat, comme tu dis, soit tu te dis ça va aller au point, soit Gomez il va craquer, parce que tu sens que plus ça va, plus tu dis il va craquer, et en fait, celui qui craque, eh ben, c'est Pintor, quoi, qui finit par craquer, effectivement, comme tu l'as très bien noté, coup au corps. Je crois qu'il prend un premier knockdown, il se relève et après Ouais. il Ouais. l'amène dans les corps de Gomez et il le Après, détruit, quoi. Il le après, il le détruit. finit crochet gauche au menton, si je te dis pas de bêtises, dos au corps. Ouais, Bon, ouais, truc. ouais, c'est énorme, mais c'est vrai que ce combat, c'est incroyable, effectivement. Et là encore, Gomez, il ne lâche rien, quoi. Il lâche rien, comme tu dis, c'est le mec, c'est pas possible. Il reste accroché et il lâche rien. Il est prêt à mourir sur le ring. Ce mec, il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. Et effectivement, eh ben, à ce jeu qui paradoxalement dans la légende aurait plus fait le jeu du Mexique, de la boxe mexicaine, eh ben non, c'est le Mexicain qui finit par lâcher prise. Donc très très impressionnant. Moi je pense que comme toi effectivement maintenant c'est mon combat préféré de Wilfredo Gomez. Comme tu as dit, il y a vraiment tout, la dramaturgie, je veux dire c'est le combat serré, serré accroché et à la fin t'as un KO, un beau KO. C'est énorme, ça aurait pu être le combat de l'année 82. Alors il avait hélas cette année-là, il y avait une concurrence comme il n'y en a jamais eu je crois en boxe. Il y avait Arguello contre Pryor, il y avait Ouais. Chacon, Limon le 4. Donc Je crois que c'est Chacon Limon qui l'a au final tout à fait le ouais. prix du combat de l'année. Ouais, Ouais ouais, tout à fait je ouais. crois. Ouais. C'est vrai que Ouais, cette je année préfère 80. celui-là, mais c'est un goût très perso. Bon. Ouais, ouais, non, mais enfin, tout se valent, quoi. Les trois là qu'on a cités, tu Mm. peux les mettre comme un année, mais c'est énorme. Et c'est vrai que ouais, incroyable combat et ça redore la légende effectivement de Wilfredo Gomez. Et une fois encore, c'est que il a offert une grande victoire à Puerto Rico sur le Mexique, puis il y a eu la grande défaite de Sanchez. Ouais. Et à nouveau, ben, Puerto Rico reprend la main, quoi, quelque part. Et ouais. Dans la rivalité Mexique-Porto Rico, voilà, celui qui aura fait le plus de combats de légende, à mon avis, c'est Gomez. Ben, Voilà. moi, je pense que c'est, à ton avis, c'est même. Enfin, je vois même pas comment c'est discutable. Citez-moi un boxeur qui ait fait 3 combats de légende dans cette rivalité-là. Moi, à part Gomez, j'en vois pas d'autres, quoi. Et il a été des deux côtés quelque part il a été des deux côtés du manche parce que voilà, Ouais. il a donné et il a pris. Un mec comme Chavez, par exemple, voilà, bon, ben, Chavez était voilà, les Portoricains, il les mangeait au petit déjeuner, c'est comme ça. Bon, voilà, donc c'est moins marquant dans la carrière de Ouais. Chavez. Cette rivalité-là est moins marquante. Dans la carrière de Gomez, elle dit toute l'histoire. Tout à fait. Puis Chavez, dans ses grands combats, que ce soit bon Rosario, Camacho, on peut citer Ouais, Laporte la aussi. portée, si je te dis pas de Laporte, conneries, ouais. ouais. Mais alors, c'est pas quand même. Il n'y a pas eu cette opposition. Il n'y aurait pas eu un combat, tu vois, qui aurait pu être combat de l'année, alors que Gomez, bon, le premier combat Voilà. contre Zarate est plus une démonstration technique, tactique, mais Sanchez, Pintor, je veux dire, quoi, c'est Ouais. des guerres, c'est incroyable, quoi. Et en fait, je pense que jamais autant qu'avec Gomez, on a ressenti cette animosité Mexique-Puerto Rico sur le ring, peut-être.
C'est clair. C'est vraiment. Incarner l'animosité, quoi. Il l'incarnait et il la faisait, je pense, ressortir aussi de ses adversaires, hein, au final. Ah, je pense que tu voulais lui fermer la bouche, hein, ça c'est. C'est ça. Non, mais bon, mais très très gros combat, alors qu'il le remet à flot. Et alors, effectivement, en 82, bon, apparemment, s'il a pris ce combat, c'est qu'il avait quand même dans l'idée de revenir chez les poids plumes pour Sanchez, mais Sanchez, effectivement, qui va décéder prématurément d'un accident de voiture. Il paraît que Gomez avait fait le voyage pour apporter des fleurs sur la tombe de Sanchez, du coup. Donc, c'est-à-dire que quand même, au-delà de l'animosité, il y avait beaucoup de respect, quoi, entre les deux champions, quoi. Ouais. Et c'est en 83, du coup, qu'à nouveau, quand même, il va remonter à... Alors non, je dis des bêtises. En 83, il remonte chez les poids plumes en 83. Alors il fait 2 combats anecdotiques et on le remarque pas trop cette année-là. Mais par contre, c'est en 84 qu'il va obtenir une nouvelle chance mondiale pour le titre des poids plumes. Alors la ceinture WBC qu'il n'avait pas pu ravir en fait à Sanchez et qui, depuis la mort de Sanchez, était revenu autour de la taille d'un autre boxeur portoricain dont on vient de parler, qui est Juan Laporte. Et là, ça fait alors combat Puerto Rico, pour aller chercher un titre dans une seconde division. Et là encore, quand même, alors ça va être, on va le dire de suite, il va pas réussir cette fois, Gomez, à trouver le chaos. Mais quel combat il nous fait, quel combat il nous sort face à Laporte. C'est incroyable. Et c'est vrai que, bon, Juan Laporte, il faut le dire, c'est un mec qui n'a pas fini KO contre Chavez. C'est un mec qui n'a pas fini. Et qui sait qu'il avait boxé aussi. Attends, il a boxé le Wouzou. Sanchez autour. Absolument, tu vois. Alors, il a boxé Eusebio Pedrosa aussi, qui était un grand nom des plumes, peut-être à peine moins puncher, on va dire, que les précédents. Il a fini aussi le combat plus tard contre Costathiou. Il a fini le combat contre Azuma Nelson. En gros, c'est un second rôle méga solide de cette époque-là. Il les a tous boxés. Tous. Ouais, donc c'est pour ça, pour aller chercher un KO face à Juan Laporte, c'est dur, mais par contre, Juan Laporte, il passe 12 rounds. Moi, j'ai serré les dents pour lui parce que, oh là là. Ah, il est surclassé, ouais. Il est surclassé, et ça y va. Et puis, tu sens que Gomez est vraiment poussé par le public. Il a toujours cette animosité sur la ligne. Souvent, il s'arrête aux adversaires pour leur parler. Même on l'a pas dit, après je crois que c'est tout à l'heure, c'était le combat contre Holmes, où il y a cette séquence où l'autre il est à terre, il est sonné, et il vient à côté de lui, il dit allez vas-y. Il est complètement le gars il est allumé, quoi. Et c'est vrai que là, masterclass, quoi, j'ai envie de dire, de Wilfredo Gomez sur Juan Laporte, même s'il trouve pas le KO, c'est une de ses plus belles victoires, une de ses plus belles performances. Et champion du monde du coup WBC des poids plumes. Il est champion dans une deuxième division. Et après ça, première défense de titre, fin d'année, contre un gros client, le Ghanéen Azuma Nelson, qui est connu parce que il avait donné du fil à retordre à Salvador Sanchez pour le dernier combat que Salvador Sanchez a fait quand il était encore en vie. Sanchez avait fini par l'avoir au tout dernier round, dans la 15e reprise, il avait réussi à le mettre KO, mais on sait que Azuma Nelson, c'est un dur, c'est un costaud, physiquement c'est une bête. Et là, alors gros combat, grosse affiche. Et je te laisse en parler, Antoine. Alors, déjà à l'époque, il n'a pas un âge canonique, Gomez, à l'époque, mais il a un peu de kilométrage. Il est en poids plume. Et effectivement, en poids plume, parce qu'il n'arrivera plus à faire les supercoques. Bon, en poids plume, il est un peu petit. Voilà, il n'y a pas une grosse différence, c'est 4 livres, mais 4 livres, malgré tout, ça va jouer. À l'époque, il a bougé, il s'est installé au Venezuela et il finira après sa carrière par faire de la prison au Venezuela. Je crois que parmi ses hobbies de l'époque, il y avait la drogue. Dans les années 80, il n'était pas seul. D'ailleurs, chez les boxeurs. Ça commence à sentir, il entre un peu dans une zone de risque. Et effectivement, il tire un gars. Alors, il a l'avantage du terrain. Et d'ailleurs, on va le sentir parce que l'arbitre sera assez complaisant avec Gomez. Mais il tire un gars qui est une brute. Azuma Nelson, c'est physiquement et techniquement en poids plume. C'est, là encore, je pense que le tout meilleur Gomez n'aurait pas forcément battu Azuma Nelson. Il y avait des outils côté Nelson qui étaient extrêmement impressionnants. Alors,
tu peux donner sur l'activité, en gros, tu peux donner pas mal, enfin, tu peux donner quelques rounds à Gomez, Oui. Ah oui. voire tu peux le pointer devant. Ça dépend un peu comment tu pointes. Oui, c'est pas impossible. Mais après, il y a un différentiel de. Alors là encore, Gomez y va, il est très actif, il place ses combos, etc. Mais on sent très bien, et les commentateurs s'en étonnent, un peu que Gomez a beau avoir une réputation de puncher, les coups qu'il marque, c'est Nelson qui les met. La vraie puissance, la vraie force physique, elle est plutôt de son côté. Et donc, effectivement, voilà. Alors, contre Pintor, c'était passé, il avait tourné, il avait donné, c'était passé. Et contre Nelson, là, ça passe pas. Ça passe pas, c'est-à-dire que. Alors, il fait à peu près tout ce qu'il peut en termes de dirty boxing. Ce sera encore pire pendant un des combats suivants, no spoilers, mais il fait à peu près tout ce qu'il peut, mais il n'y arrivera pas. Et Nelson, vers la fin du combat, je crois au 10e, le touche sur une énorme droite. Et Gomez tombe pas, ce qui est un peu surprenant, mais c'est reculé pour mieux sauter. Il finira le travail au 11e. Et franchement, ce jour-là, voilà, Gomez est tombé contre plus fort que lui. C'est dans une ambiance de muerte. Il faut rendre hommage à Nelson d'avoir quand même de pas avoir pété un câble parce que il fallait aller tirer Gomez à Porto Rico. C'est clair. Mais tu sens vraiment que c'est physique aussi, effectivement, comme tu l'as dit, Wilfredo Gomez, c'est surtout un très bon pas supercoq. Chez les plumes, ça a toujours, enfin, on va pas dire que c'était devenu un boxeur nul en passant un peu loin de là, mais en plus on a une époque, alors il y a déjà eu ce système de peser la veille, alors on n'a pas encore les gros cutweight comme on peut voir aujourd'hui, mais je pense que Nelson, qui après naturellement est allé chez les super plumes, devait être un peu plus massé, un peu plus lourd forcément, et tu sens qu'il y a une pression physique qui s'exerce, qui se resserre comme un étau petit à petit sur Gomez, et tu sens que physiquement ce mec, cet Azuma Nelson. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que tu parlais tout à l'heure du crochet du gauche de Gomez qui l'utilise très bien. Et là, pour le coup, c'est lui qui va subir pas mal aussi le crochet gauche de Azuma Nelson qui le rentre assez bien. Alors, très large, toujours très très large. Mais il le rentre assez bien en contre. Et c'est vrai que, moi, c'est vrai que quand je vois ce combat, tu sens vraiment la pression physique qui écrase petit à petit Wilfredo Gomez. Et ça finit par craquer dans la 11e reprise, quoi. Et la première défense de titre, tu sens que quand même ça commence à tirer vers la fin, quoi, Wilfredo Gomez. Là, parce que c'est dur, c'est une défaite, tu sais que ça va laisser des marques, quoi. Et il a déjà pris beaucoup de coups dans sa carrière, Wilfredo Gomez. C'est clair, c'est évident. Voilà, c'est un petit peu comme contre Sanchez. Je pense que ce combat-là, ils peuvent le disputer plusieurs fois. Je crois pas que Gomez a les armes de base. Ça se joue à pas tant de choses que ça. Mais je pense que Nelson a une petite sécurité qui est liée au fait que lui est un vrai poids-plume, en plus de toutes les qualités qu'il a par ailleurs, tandis que Gomez, finalement, est un supercoq naturel, ce qui n'est pas fréquent. On revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il a légitimé cette catégorie, il a montré qu'il y avait des mecs dont le meilleur poids était 122 livres. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, alors parce que maintenant il en a fini avec sa carrière supercoq, il avait le record qui je crois a été égalé depuis, mais de défense mondiale par KO qu'aux exécutifs, quoi. Mais chez les supercoq, il a tout gagné, même par KO, si je dis pas de bêtises. C'est un assassin, voilà. Et alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'après le combat contre Pintor, il avait changé justement, il s'était brouillé avec Yamil Chad, il avait changé d'écurie un petit peu. Et il est allé, je crois que c'était Frank Parilla, si je dis pas de bêtises. C'est possible, Et bon, il était moins bien, du coup, entouré aussi, je pense, à ce moment-là. Toujours est-il qu'après ce revers contre Nelson, il a quand même eu l'idée de faire une revanche contre Nelson. Et au final, non, il va partir, il va encore monter de catégorie, ce qui est assez surprenant, parce qu'on voit que chez les plumes, il est un peu... limite, mais il va chez les super plumes, mais pas pour prendre n'importe qui, c'est pour prendre Rocky Lockridge, donc qui est le champion de WBA, et qui endure Lockridge, alors qu'il reste célèbre pour avoir détruit, c'était Roger Mayweather. Oui. Et ben alors c'est un combat où Gomez il va donner beaucoup, il va remporter ce combat par décision majoritaire, mais c'est vrai que même en étant fan de Gomez, c'est quand même difficile de le voir gagner ce combat, quoi. Oui. T'es de nouveau à Porto Rico, bon voilà, alors là la différence physique, parce que Lockridge était plutôt costaud, c'est un type assez sculptural, assez imposant, bon. Il sait jouer de son physique en plus, hein. Oui, absolument, c'est pas un boxeur très rapide, mais techniquement il fait très bien ce qu'il sait faire, il sait mettre la pression, il sait contrer, il sait trouver les décalages, il met un contre absolument terrible à Roger Mayweather, tu l'as dit, donc c'est vraiment un boxeur capable.
Après, c'est un type qui a pâti pendant toute sa carrière d'un certain manque on va dire, de marketing. C'est-à-dire, c'était un road warrior. Il est allé combattre Eusebio Pedrosa 2 fois chez lui et il a perdu 2 décisions discutables. Il a subi qu'un seul cas en carrière, c'était contre la portée, sur un contre absolument parfait. Mais le reste du temps, c'est un peu le gars, voilà, qui n'était pas du bon côté du manche, question arbitrage. Il va donner, parce que ce sera l'année d'après, mais il va donner l'enfer à Chavez, qui était à l'époque dans sa plénitude physique. Donc vraiment, voilà, Lockridge, c'est un boxeur très sérieux et qui a un vrai physique de 130 livres, qui a un vrai punch, une vraie puissance, une vraie force de super plume. Et donc Gomez c'est un peu schtroumpf à côté. Hein. Bon, on va pas se mentir, là, il fait un peu petit. Alors, tu te doutes que sur la balance c'est compliqué, tu te doutes que bon voilà, c'est un peu la bamboche. 122 ça le tuerait, mais vraiment à 130 c'est court quoi. Il est tout petit. Et alors, ce combat c'est une dynamique très très spéciale parce que donc petit à petit, Lockridge impose son pressing, impose son physique et Gomez a beau danser autour de lui. On a peur à chaque impact, on se dit mais putain, Et arrivé à la 7e, 8e reprise, Gomez non seulement peut pas gagner, mais surtout peut pas arriver au bout. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Quand tu vois le 8e, là, il y a un moment où il se retrouve dans les cordes, mais il se prend des uppercuts, la tête elle part dans tous les sens. Tu dis c'est pas possible, il va tomber. Mais le mec il va arriver jusqu'au point. Et c'est 15 heures en plus, hein. Oui, non, c'est clair. Il n'y a pas de seul. Enfin, physiquement, c'est impossible qu'il tienne. Et alors, en fait, on a parlé de drogue tout à l'heure. Et Rocky Lockridge, bon, voilà, une de ses faiblesses aussi, c'est que, alors, il a d'ailleurs fini. C'est une histoire humainement très, très, très dure. Hein. Il a fini SDF, junkie, etc., etc. Mais on dit que déjà pendant sa carrière, il avait un tout petit souci avec la canne. Et donc, arrive le 10e round, qui devrait être la mort du cygne, en gros. Et à la fin du 10e round, Gomez trouve une espèce de second souffle et commence à en remettre. Et Lockridge est étrangement apathique à partir du 11e. Et en fait, en gros, une des explications qui peuvent dire pourquoi Gomez a tenu, c'est que Lockridge lui-même s'est retrouvé un peu dans le dur, manquait un peu de gaz. Alors, à aucun moment il est en danger d'être mis KO, hein, aucun. En revanche, non. Il y a une espèce de fatigue physique. Parce que voilà, il s'est fatigué à taper sur Gomez et que, en termes d'endurance, en termes de réservoir, probablement qu'il a un peu trop tapé dans ses réserves. Et d'ailleurs, à la fin du combat, Lou Duva, qui est dans son coin, lui dit on a besoin de ce round avant le 15e. Parce que Duva a compris, il sait très bien, c'est pas un poulet de l'année, hein, il a très bien compris qu'on est à Porto Rico, il a très bien compris qu'il peut y avoir une embrouille. Il lui dit il nous faut ce round parce que le combat est redevenu vaguement serré alors qu'il ne l'était pas. Et en fait, alors, Gomez s'accroche beaucoup plus dans ce combat-là que dans les autres, y compris quand il avait été mis à rude épreuve. Hein. Il y a beaucoup d'accrochages, beaucoup. L'arbitre lui passe les coups sous la ceinture, lui passe les accrochages à répétition, lui passe absolument tout. Donc il y a vraiment, il y a un favoritisme assez honteux. En gros, le mérite de Gomez, là, c'est d'avoir trouvé cette espèce de... là encore, c'est de ne pas être mort, quoi. C'est de ne pas être mort alors qu'il aurait dû. Puis c'est vrai que c'est lui qui finit le combat, quoi. Dans les derniers rounds, tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Mais d'où il sort tout ça? Parce que comme tu dis, à partir du 8e, tu l'enterres et tu te dis, comme tu dis, c'est pas qu'il va perdre, c'est qu'il ne va pas aller jusqu'à la limite. Et en fait, c'est lui qui va finir le combat, quoi. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est beau. Mais c'est vrai que ça ne suffisait pas clairement pour aller chercher une victoire parce qu'il a perdu beaucoup trop de rounds normalement dans ce combat. Ouais. Et oui, non, il faut dire ce qui est. Lockridge, il s'est fait voler. C'est un peu triste parce que dans l'histoire, symboliquement, Wilfredo Gomez devient champion dans une 3e division, ce qui à l'époque est encore assez rare. Il n'y a pas eu beaucoup de boxeurs. Je veux dire, historiquement, tu avais Bob Fitzsimmons, Henry Armstrong, Tony Canzoneri, Benitez, Arguello. Benitez, absolument, ouais, Arguello. Arguello, et je crois qu'à partir de là, ça se fait. C'était en 86, il y avait pas 85, donc tu vois, il y avait que ça. Hein. C'est pas une époque où Adrian Bronner peut être champion du monde dans 4 catégories, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Simplifié. Voilà, bon. Alors, il y a une réplique géniale dans le combat. Le combat est pas excellent. Si vous voulez, si vous voulez voir le meilleur Gomez, c'est pas un must. Regardez plutôt les trois highlights entre Mexique et Porto Rico. Mais si vous regardez ce combat-là, il y a une réplique géniale chez les commentateurs parce que Gomez avait une caractéristique, c'est que dans son coin, c'était toujours un bordel sans nom. Les mecs se contredisaient, enfin bon, c'était là. Tu l'entends, ouais.
Et entre ces hommes de coin, c'était incompréhensible. Et donc, un des commentateurs dit, mais on dirait les Nations Unies, quoi. Enfin, le coin de Gomez. Et ça c'est assez bidonnant et c'est très vrai. C'est-à-dire que tu sais pas comment c'était géré, tu sais pas pourquoi, mais c'était incompréhensible. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que quand tu le vois, même, tu peux rien comprendre. De toute façon, même si tu tâtes un peu en espagnol, effectivement, comme tu dis, je pense que ça parle tellement les uns sur les autres que tu ne sais pas ce qui se dit. C'est ça crie dans tous les sens. Et bon, lui, tu te dis déjà qu'il doit avoir une tête comme ça, puisqu'une fois encore dans ce combat, comme d'habitude, il est marqué, il gonfle, comme c'est une habitude. Mais bon, voilà, officiellement, Wilfredo Gomez, donc champion du monde de WBA des poids super plumes. Et première défense contre Alfredo Lane. Et là, tu sens que c'est la fin. Puisque là, alors, malgré tout ce qu'il va prendre, malgré son cœur, malgré son courage, cette fois-ci, il va pas échapper au KO. Et ce combat, moi, je l'ai revu, là, tu vois, c'était hier soir, du coup, en préparation de cette émission, et j'ai dit, c'est incroyable parce que tu vois que c'est plus du tout le Gomez. Le Gomez qui était toujours, moi j'avais l'image du Gomez toujours sur la pointe des pieds qui bougeait, là il a les pieds bien plantés au sol, la mobilité, les coups n'ont plus d'explosivité. Il y a des moments assez pathétiques où en fait il trouve, parce qu'il est face à un adversaire plus grand avec plus d'allonge, il trouve pas sa distance et plutôt que de la chercher avec son bras avant un peu à trouver, il fait des échanges de coups et c'est assez pathétique parce que tu vois qu'il est trop court, ses coups touchent pas et lui par contre derrière il en prend plein la tête et t'as l'impression presque que c'est un amateur quoi pour faire ça quoi. Il cherche pas à casser la distance, il envoie à distance et effectivement il est trop court et lui il en prend, c'est terrible de voir ça d'un grand champion comme ça. Et malgré tout le cœur qu'il y met parce qu'il continue à avancer malgré qu'il est touché, qu'il tient plus de... Et puis au bout d'un moment ça va pas tenir quoi. On dira qu'il n'a pas emporté au paradis sa victoire sur Lockridge, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il aurait perdu contre Lockridge, il aurait tenu à la fin du 15e round, il aurait perdu avec les honneurs en quelque sorte. Et là, il affronte un journeyman qui est un boxeur d'un pédigré moindre de celui de Lockridge. Il mettra quand même Pernell Whitaker sur les fesses. Bon, il perdra la décision, mais il mettra quand même un knockdown à Pernell Whitaker. Donc c'était un bon journeyman, Alfredo Lane. Mais c'était un journeyman. Et voilà, il perd à domicile chez lui de manière un peu infamante. Il prend un gros KO en plus, hein, parce que les images à la fin sont assez pénibles. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Il aura payé très cher sa 3e ceinture mondiale. Tout à fait, c'est ça. Et bon, alors à partir de là, c'est un petit peu l'annonce de la fin de carrière. Mais il va faire un petit comeback en fait en 88. Il va enchaîner 2 combats en 88 et en 89. 2 combats. Alors, il y en a un, je vois, qui s'est fait donc apparemment chez les Super Plumes encore. Il y en a un, je vois, qu'il est à 142 livres. Fait 139 livres, non. Donc oui, il était encore monté. C'est bon, des types. Je vois que tu vois, le dernier adversaire, c'est 4 victoires, 19 défaites au moment qu'il le rencontre. Donc bon, il lui met un KO technique, mais après ça, bon, de toute façon, ça permet pas de relancer une carrière. Ça sera à la fin, comme tu dis, c'est ces années-là aussi, il va s'installer au Venezuela où il a des affaires de drogue et il va se retrouver en prison. Et puis bon, après, il retournera à Puerto Rico quand même avec le temps, où il va un petit peu se stabiliser. Il avait été accueilli aussi en prince en 2003, je crois, à Panama, justement, parce qu'il disait, lui, c'est un peu mon deuxième pays de cœur. Il est accueilli par Roberto Duran et Eusebio Pedrosa, justement. Mais après, bon voilà, alors c'est un gars aussi qui a des gros soucis de santé. On le voit aujourd'hui. Alors d'ailleurs, moi, à chaque fois, tu vois, je m'attends dans les ActuBox d'entendre mort de la légende de Wilfredo Gomez. Il est toujours là, mais c'est vrai qu'il est dans un sale état. Bon, tu me diras, Benitez est sûrement... Ça fait pas des jolis vieux, hein. Les boxeurs portoricains, ça fait pas des beaux vieux. Non, voilà, exactement. Mais au final, voilà, c'est une carrière de légende. On va faire maintenant un petit peu le bilan du coup de Wilfredo Gomez parce qu'effectivement plusieurs fois, de manière officielle, il a reçu le titre de meilleur boxeur portoricain de tous les temps. Alors toi, Antoine, qui est un fan de Porto Rico, quel est ton avis là-dessus ? C'est pas un mauvais choix. Je pense que ça va. On en revient toujours aux critères que tu emploies. J'ai l'impression que si tu mets si tu prends à la fois les succès sportifs, les statistiques, ce qu'il a vraiment rapporté, et si tu ajoutes la dimension à la fois spectacle et signification historique, il est tout à fait légitime. Il n'y a rien de scandaleux à mettre Tito Trinidad devant lui pour ce qu'il aura réalisé. C'est pas scandaleux, voilà, tu peux le dire.
Mais Trinidad, voilà, il va avoir le combat contre Fernando Vargas, ok. Mais il n'a pas, Il a pas pas Carlos toute la Zaragoza. dramatique Ouais. de Gomez. Voilà, il en a un. Alors celui contre Hopkins, c'est un très beau combat aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, j'ai tendance à dire moi que je mets beaucoup d'affect dans ces classements-là pour le coup. Donc tu peux mettre Trinidad, ça me pose pas de problème quand tu prends les choses froidement et en valeur absolue. Pour moi, il est indissociable d'un Benitez dans le cœur. C'est-à-dire, c'est pas du tout le même boxeur. Mais c'est deux prototypes de légendes portoricaines qui ont toutes les deux très mal fini. C'est deux triples champions du monde. Ces deux histoires, voilà, c'est des combats assez incroyables. C'est des histoires en dehors du ring qu'ils sont aussi. Moi, mes deux préférés, c'est ces deux-là. Si c'est un classement qui vaut quelque chose. En plus, ils ont fait leur carrière un petit peu en même temps, au final, dans les mêmes années, quoi. Ils se sont pas mal suivis. Bon, c'est vrai qu'il y en a des boxeurs portoricains. Il y a Carlos Ortiz aussi qui a quand même une très très grosse carrière. Il faut pas l'oublier. Miguel Cotto quand même, au final, avec le recul maintenant, on se dit champion du monde dans 4 divisions, c'est le seul portoricain qui l'était. Moi, c'est vrai que bon, je pense que ouais, effectivement, je penserais sur Gomez, comme tu l'as dit, peut-être pour les raisons que tu as citées, ce qu'il a apporté en termes de dramaturgie. Le fait que pour moi, à un moment donné de sa carrière chez Supercock, tu avais vraiment la vision, je trouve, du boxeur parfait. Et ça d'ailleurs, je tiens aussi à le dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, Antoine, pour moi, Wilfredo Gomez, meilleur boxeur pour Supercock de tous les temps. Oui, c'est pas une catégorie où les autres ont vraiment fait leur carrière, contrairement à Gomez. Ouais. Il y a beaucoup de grands noms qui ont traversé cette caté. Morales, Barrera. Absolument. Lui, il a passé assez de temps pour marquer l'histoire. Voilà. Il y aurait Rigondo qui, à la limite, pourrait, mais il n'a pas fait quand même autant que Wilfredo Gomez. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. Il a été, lui, dans cette caté. Les autres, on en fait qui passer souvent, c'est vrai. Mais non, immense champion, Gomez, c'est incroyable parce que vraiment ce gars-là aurait été dans des catégories plus grosses. Alors bon, il aurait pas eu la même boxe évidemment, mais tu dis ce qu'il aurait généré en termes d'impact parce que ça reste quand même une légende. Et moi, c'est vrai que quand je le vois, c'est un petit bonhomme, mais il m'impressionne plus que beaucoup de poids lourds, quoi. Tellement c'est ce punch qu'il avait, ce qu'il dégageait, effectivement, il faisait peur, quoi. Ce mec, c'était mais très 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 beau boxeur. Et tu vois, alors moi je me faisais la réflexion la dernière fois, il y a un boxeur actuellement qui me fait penser, qui me rappelle un peu Wilfredo Gomez. Il est pas tout dans la même catégorie, mais je trouve qu'il a un petit peu, alors pas exactement, mais dans la boxe je retrouve pas mal de Wilfredo Gomez, peut-être un petit peu légèrement dans le faciès. Et ben tu vois, c'est Teofimo Lopez. Oui, c'est-à-dire c'est des types qui tapent mais qui savent boxer. Voilà, c'est des types qui ont un instinct un vrai instinct de tueur, qui sont pas forcément des gentils. C'est pas faux. Même, tu vois, alors, c'est la dernière fois j'ai revu un highlight où Teofimo, il y a une combinaison, il refait presque exactement la même qui est habitué de faire Gomez, où tu sais, t'as la gauche-droite, et puis il se retrouve un peu rapproché au mec, et il envoie une rafale de coups corps, et Gomez, il y a plusieurs combats où il le fait, ça, chez les Supercock, et je dis, putain, mais c'est la même gimmick et tout, je sais pas si Teofimo, il s'est inspiré un peu de Gomez, je sais, en plus je pense pas forcément que ce soit, mais en tout cas je trouve qu'il y a un petit peu un bonne air mais c'est très bonne question. Moi je crois effectivement que c'est pas un style habituel, donc en effet c'est marrant, je l'avais jamais regardé comme ça, mais ouais, je prends le point, je regarderai plus Teofimo pareil, tiens. Mais moi, tu vois, en plus, ça a été vraiment dès le début le premier combat que Teofimo il fait en sous-carte de Jesse Vargas contre Pacquiao, c'est son tout premier combat pro. Déjà, je m'étais dit, putain, j'ai dit, c'est marrant, on dirait du Wilfredo Gomez, quoi. Puis en plus, ils ont un peu le même type de nez, assez. Donc, vraiment, j'ai eu cette pensée-là. Puis c'est vrai que bon, Wilfredo fait partie un peu du trio des Wilfred ou Wilfredo, puisqu'il y a eu Benitez, il y a eu Vasquez aussi. C'est un peu les trois Wilfred de Puerto Rico. D'ailleurs, Vasquez qui était fan de Gomez, comme beaucoup de Portoricains, je pense. Il y a un truc aussi que j'ai pas pensé, c'est dans quel combat, je crois que c'est le combat contre Ron Laporte au 12e round, où il y a Hector Camacho qui est au bord du ring,
et que Gomez lui parle dans le deuxième round. Et après, il y a le combat contre Lockridge où à un moment, il me semble bien que Camacho vient après le deuxième round dans le coin de Gomez. Oui, il est torse nu avec ses grosses chaînes. Ouais. C'est une vision what the fuck, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est Camacho, oui, en parlant des chouchous portoricains et des destins particuliers. D'ailleurs, vous avez fait une très belle libre antenne avec le Capitaine Crochet sur Hector Camacho. Ouais, c'est une discussion le fame. C'est des destins. Alors, Camacho, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu reviens dans ce type de boxeur qui est un peu court en termes de réalisation pour faire partie du Gotha que tout le monde va connaître, mais qui, quand tu connais un peu la boxe, te fascine complètement. Voilà. C'est pour ça que j'adore autant les portoricains, même si ça a scandalisé justement, tu parlais du Capitaine Crochet, on a fait une émission avec lui et Nicolas de Culture Box pour parler top 10, pour parler plus grands boxeurs de l'histoire. Je mets peut-être pas un portoricain dans les 10 plus grands boxeurs de l'histoire, alors que c'est mes boxeurs préférés. Parce que je suis d'accord. C'est une affaire de critères, parce que c'est une affaire de... Voilà, oui. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Non, mais c'est vrai que ils n'ont pas effectivement eu cette aura qu'ont pu avoir certains boxeurs mexicains comme Chavez. Le seul, effectivement, que tu citais, c'était Trinidad, mais hélas, à partir du moment où il atteint vraiment des sommets, ça retombe, parce que c'est vraiment au début des années 2000. Moi, je me souviens, j'ai retrouvé des articles sur Félix Tito Trinidad. Et je me dis, ah ouais, mais c'est impressionnant la hype qu'il y avait autour de lui, quoi. Il y en a qui en parlaient, c'était Sugar Ray Robinson. Ils avaient même fait, en fait, après sa victoire contre William Jopi, pardon, ils avaient fait un sondage pour savoir quels sont les meilleurs boxeurs pour moyenne de tous les temps. Il était en tête, et c'était Agler qui avait dit, mais les gars, il avait dit, calmez-vous, quoi. Ils viennent de faire un combat, ils viennent de débarquer. Par pitié, non. Tu peux, à la rigueur, voilà, tu peux. Il a pesé un welter, mais chez les moyens, par pitié. Ah ben non, c'est sûr. Ouais. Ah, et puis voilà, sa contribution au duel Porto Rico-Mexique au sens large, c'est le combat contre Oscar. Et le combat contre Oscar, c'est un peu un flop malgré tout, on va pas se mentir. Voilà, c'est un combat qui a une importance historique, mais c'est un combat, il y a Vargas. Il y a Vargas qui est peut-être le plus grand combat que j'ai vu en live de toute ma vie. Voilà, et voilà, je lui donne ça, Tito. Je lui donne ça. Et d'ailleurs, j'en profite avant de finir pour faire un peu de la pub. Il y a un gars qui s'appelle Idriss Pepito là sur YouTube qui a une chaîne qui remet des combats commentés en français. Il a remis justement récemment Trinidad Vargas commenté par Jean-Claude Boutier et Christian Delcourt justement. Ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment. Très bon moment. Mais bon, mais voilà, écoute, je te laisse le mot de la fin, Antoine, sur Wilfredo Gomez du coup. C'est le genre de boxeur qui a achevé de me rendre aussi fan que je le suis de ce sport. Voilà, j'ai eu pas mal de hobbies, je me suis intéressé à beaucoup de choses historiquement, j'ai eu des passions très brusques où j'ai appris plein de trucs et puis après je suis passé à autre chose. Si j'aime toujours la boxe, c'est parce que je me lasserai jamais d'un champion comme Wilfredo Gomez. Voilà, écoute, tout est dit, c'est vrai que voilà, immense champion et j'espère en tout cas pour ceux qui ne le connaissaient pas que vous aurez appris pour ceux qui le connaissaient que vous aurez appris certains aspects de sa carrière que vous connaissez pas forcément. Ceux qui le connaissaient pas, ça vous aura donné envie de le découvrir, même si c'est vrai, forcément on a spoilé les combats, mais ça c'est, on peut pas parler de Wilfredo Gomez sans parler des combats hélas. En tout cas, merci Antoine de ta participation et écoute, j'espère que ça sera à refaire en tout cas sur d'autres boxeurs, pas forcément des portoricains parce que je sais que tu as aussi une très grosse culture boxe générale. Et merci à tous les abonnés, merci à tous les fidèles qui continuent à nous suivre. En tout cas, ça a été un plaisir Antoine et j'espère te retrouver pour d'autres discussions. Sur ce, les amis, à plus. Salut à tous.